Match après match, c'est notre talk 100% foot. On revient sur l'actu de la semaine. C'est votre rendez-vous à 19h30 en live, mais c'est aussi désormais votre rendez-vous sur Spotify et toutes les grandes plateformes puisque nous sommes en podcast. Désormais, vous pouvez nous écouter où vous voulez, quand vous voulez. Eux le font. Tim Guimin le fait, par exemple. C'est notre invité ce soir. Salut Tim. Buonasera Daniel. Buonasera, buonasera Michael Bignon. Buonasera Gabe Chapuisat aussi. Buonasera parce qu'on parlera foot italien ce soir. Vous l'aurez compris. On va essayer de comprendre ce qui se passe en Italie, comprendre plein de choses qui nous échappent un peu en ce début de saison. Ils sont venus avec leurs explications. On espère que vous avez des explications qui tiennent la route parce que nos téléspectateurs ont aussi beaucoup de questions pour vous, messieurs. Je vous propose de commencer rapidement avec le débrief de Milan-Juve. Victoire 2-0 du Milan hier soir grâce à des buts de Tomori et de Brahim Diaz. Messieurs, ce match, en fait, il reflète un peu le début de saison de ces deux équipes. On a vu un Milan qui a gagné de manière incontestable. Bon, surtout, dans l'autre sens, je dirais une Juventus extrêmement irrégulière. On a vu, 15, peut-être 20 minutes de bonne qualité, mais c'est comme depuis le début de la saison. Il y a tout d'un coup quelque chose qui joue pas. Notamment, là, le but de Tomori a complètement éteint la Juventus. Et derrière, Milan a déroulé presque. Pour moi, il y avait un écart assez énorme entre ces deux formations. J'ai de la peine à l'expliquer parce que les joueurs sur le terrain, pour moi, ont de la qualité. Il y a peut-être un problème à Allegri, mais en tout cas, Milan s'est montré bien meilleur que la Juventus, il n'y a pas photo. Ouais, mais ce match, il peut tourner différemment quand même. Vous l'avez dit au début, Milan a un petit peu de réussite quand même sur les premières minutes. Il y a ce but qui sort un peu pas de nulle part, parce qu'il y a des occasions avant, mais un peu chanceux. Mais après, c'est vrai que la Juve, elle est affolante. Moi, je suis désolé. Mais sur le deuxième but, Bonucci, classe mondiale, défenseur de classe mondiale, c'est plus un défenseur de classe mondiale aujourd'hui. C'est pas possible de défendre comme ça. Ok, Vlahovic perd la balle, mais derrière, il peut pas prendre ce grand point comme ça. Pas lui, pas après avoir soulevé la Coupe du Monde, pas comme ça, franchement. Alors, Bonucci, Coupe d'Europe, parce qu'il n'était pas champion du monde. Bonucci, alors, bon, vous parlez un petit peu de la Juve, un petit peu du Milan, on essaye de remettre de l'ordre. De quoi vous voulez parler? De la Juve ou du Milan en premier? Non. Allez-y, il faut qu'on sache. Par la Juventus, on commence par la Juventus. Pourquoi, c'est une question d'un téléspectateur, pourquoi la Juve disparaît-elle de cette façon? Comment vous l'expliquez? Justement, c'est difficile à dire. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais d'idée dans le jeu de la Juventus. Quand il y a quelque chose qui ne joue pas, Allegri n'arrive pas à mettre son équipe sur le droit chemin, remettre son équipe sur le droit chemin. En fait, il y a des matchs on a vu le match contre Bologne où tout s'est bien passé, le 1-0, le 2-0, nickel, tout va bien. Mais tout d'un coup, quand il y a un petit point noir, on n'arrive jamais à se remettre dedans, quoi. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a un gros problème là-dedans, mental, et Allegri n'arrive pas à sortir de cette spirale négative. Est-ce que c'est pas quand l'adversaire devient plus fort que la Juventus n'existe plus? Maccabi Haïfa, Bologne, ça va. Dès que ça joue le Milan, la Roma, PSG, Benfica, est-ce que c'est pas simplement une Juventus qui n'est pas au niveau? Bon, non, c'est pas le même Juventus qui s'est baladé pendant presque une décennie dans le championnat italien. C'est vrai que ça a commencé à mal tourner avec l'arrivée de Pirlo. L'année passée, Allegri n'a pas fait mieux. Ils sont qualifiés miraculeusement pour la Champions League. Non, c'est une équipe qui, pour moi, a perdu en qualité. Cette année, on a perdu Dybala, on a perdu Morata, on a perdu de Ligt derrière, Chiellini qui n'est plus là. Et je trouve qu'ils n'ont pas été remplacés. Voilà, c'est tout. Et puis, c'est peut-être une fin de cycle. Je pense que ça fait du bien. Tout le monde est content. Je crois que tous mes amis de AC Milan, ils en avaient ras-le-bol de voir cette Juventus se balader. Je crois que, voilà, retour des choses. Mais attention, là, on est en train de tirer un bilan un petit peu précoce. On n'a que 9 matchs de jouer. Il reste 29 matchs. Mais la Juventus elle est presque, finalement, elle joue plus aucun objectif. Ouais, mais pour moi, il y a un problème d'institution aussi, parce qu'on tape sur Allegri, je pense que c'est juste. Je pense qu'aujourd'hui, il a de la peine à faire progresser ses joueurs, il a de la peine à trouver un système cohérent, je suis d'accord. Mais il y a qu'un problème aussi d'institution à la Juventus. Parce que ce club qui est au-dessus de tout, au-dessus des personnes, au-dessus des joueurs, il sait quand même pas où il va. Une fois, on dit on y va avec un ancien joueur, élégant et tout, on prend Pirlo, on n'y va pas. Après, on change, on dit, OK, on prend Sarri, une philosophie qui est complète, inversée, aux valeurs de la Juve. Et maintenant, on va rechercher encore Allegri avec qu'on ait du succès. Mais finalement, on ne sait pas où elle va, cette Juve. Et on ne sait pas quel sera l'avenir. Il n'y a pas de ligne directrice claire. Et moi, c'est ce qui me dérange plus. Il y a un problème de club et il y a un problème aussi d'équipe. Oui, c'était Allegri qui part, Sarri parce qu'on n'a pas réussi à avoir Guardiola, on veut le foot moderne, tout à coup une saison, il gagne quand même le Scudetto, on va chercher Pirlo qui gagne 2 titres, qui est quand même remercié, et puis là Allegri qui reste malgré 0 titre pour la première fois en une décennie. Alors, moi je suis plus justement team que Gabet. Pour moi il y a la qualité en fait, il y a la qualité sur le terrain, mais ils ne savent pas comment le jouer. Chaque saison ça change d'entraîneur, chaque saison on essaie de changer d'idée, mais on n'a pas vraiment...
pour moi de fond de jeu, il n'y a pas de style de jeu en ce moment à la Juventus. Le problème est là, la qualité des joueurs pour moi est présente. Quand on va chercher des Vlahovic, des Locatelli qui tournaient à Sassuolo, qui a fait un Euro incroyable, des joueurs comme Kostic aussi à l'Eintracht l'année passée, c'est des joueurs incroyables qui étaient au top niveau européen, mais qui cette saison honnêtement sont pas au niveau. Donc la qualité est là. Maintenant il y a un autre problème derrière. Pour moi contre Milan, le meilleur joueur c'est Rabiot. Rabiot qui était sur le départ cet été soi-disant. C'est quand même problématique quand votre meilleur joueur, c'est un joueur que vous vouliez quasiment vous débarrasser en début de saison. Avec un doublé aussi contre le Maccabi mercredi. On nous dit la Juve, c'est une équipe qui n'en est pas une. Tactiquement, elle est illisible. Non, moi je trouvais là, ils ont joué en 4-4-2 contre Milan. Non, pour moi, ça tenait la route. Le problème, c'est que les joueurs, les Locatelli, je ne les reconnais pas, par exemple. Explique-moi juste, c'est quoi son poste? Voilà. Parce que Allegri le fait jouer où? Pour moi, je suis d'accord. Là, il y a un côté illisible quand même. Je me tourne vers l'entraîneur. Dites-moi, c'est quoi son poste, Locatelli? Ouais, je crois qu'il faisait du bien. C'était un box-to-box à l'Euro. Il a été magnifique avec l'équipe d'Italie quand ils ont été champions d'Europe. Et puis là, c'est vrai qu'on ne le retrouve pas. Il n'a pas le même rôle, c'est vrai. Il le met plus bas aussi. Mais oui, et tout à fait. Il y a plein de ces joueurs qui jouent en italien du fuori ruolo, donc qui n'est pas dans leur position, dans leur élément, et ils ne peuvent pas s'exprimer de la meilleure des façons. Alors, on a Angelo qui nous a écrit. Il nous dit, voilà. Si la Juventus décide de se séparer de Allegri, ça va coûter cher. On parle d'une quarantaine de millions. Il y a un contrat XXL pour Allegri. Mais la valeur des joueurs, elle baisse aussi drastiquement avec ce genre de résultats-là. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt choisir de se séparer d'Allegri plutôt que d'accepter que les joueurs perdent autant de valeur aujourd'hui, quand on voit les résultats? Alors, je vois pas forcément où vous voulez en venir par rapport à ça. Vous avez peur que la Juve ait des joueurs... les joueurs, la valeur des joueurs baisse, donc on peut pas forcément les revendre à un prix. Prenez Vlahovic, par exemple. Il arrive à un certain prix. Allegri n'arrive pas à le faire jouer comme il jouait à la Fiorentina. C'est pas le seul, il y en a plein. Oui, alors... Est-ce qu'il vaut pas mieux se séparer du coach, bien sûr, payer ça fait partie des raisons, peut-être, effectivement, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin de parler de ça pour avoir besoin de se séparer d'Allegri. On l'a dit avant, tactiquement, on ne sait pas où il va, mais maintenant, qui prendre? Si de nouveau, la Juventus change complètement de fusil d'épaule et reprend un coach qui n'a rien à voir avec Allegri, ça va aussi durer. Et on ne saura pas où va se retrouver la Juventus en fin de saison si la Juve change maintenant de coach. Je sens que Tim a une idée. Ouais, non, on aimerait bien une discussion plus forte, mais pourquoi pas? Je sais qu'on va avoir un petit débat avec Gabert, parce que le nom que je proposais n'est pas un génie du football, mais c'est quelqu'un qui pourrait ramener de l'ordre de l'institution, c'est Zinedine Zidane. Pourquoi pas? Il pourrait ramener peut-être un petit peu quelque chose. Est-ce qu'il va faire prendre de la valeur aux joueurs? Je ne sais pas, mais faire respecter ce maillot noir et blanc peut-être un peu plus. Ouais, son passage à la Juventus, évidemment, il a laissé de très bons souvenirs. Mais... Oui, je m'en souviens, il a même perdu la finale de la Champions League contre Dortmund. Je l'avais bien. Non, Zidane, lui, c'est un amoureux de Real Madrid, je le vois, et il se mouille pas, je crois qu'il attend, je sais pas, que Ancelotti, il va s'arrêter, est-ce que c'est nouveau lui qui va prendre? Non, l'équipe de France, je pense qu'il vise l'équipe de France et il est très poussé en l'air. Mais bon, Deschamps a l'air de s'accrocher, on ne sait jamais, parce qu'on connaît la chatte à Dédé, il va peut-être être encore champion du monde cette année, donc ça va être difficile de le déloger. Mais bon, on en a aussi parlé de Zidane à Paris et tout ça. Non, là, à Juve, mais c'est pas facile, c'est un grand club, c'est pas facile à gérer. Je pense qu'entraîneur... Moi, je pense que l'erreur était faite, c'est vrai qu'on s'est séparé de Sarri, mais Sarri, il a été champion. Et derrière, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. On a pris Pirlo, on a commencé à couler. C'est une sorte de retour en arrière, incroyable, parce qu'on se sépare d'un coach dont on ne voulait plus précisément pour son jeu, qui était plutôt un jeu de contre, qui n'était pas très spectaculaire. Et puis il amenait de la grinta, lui. Il amenait quelque chose qu'Allegri, en ce moment, n'amène pas pour moi. Oui, absolument. Il manque cette grinta. Mais on revient 3 ans en arrière. C'est vrai, mais contre Milan, j'ai pas vu une équipe qui s'est battue. À 1-0, elle s'est pas battue. Non, mais je pense que le choix de l'entraîneur est une erreur. Enfin, bref, on a voulu faire du neuf avec du vieux, et puis voilà, c'est un échec. Question de Luca. Pourquoi existe-t-il une telle différence sur le plan tactique, technique et athlétique entre la Juve et toutes les autres équipes? Bonne question. C'est lui qui le dit. Je pense que techniquement, la Juventus a les arguments. Physiquement aussi. On va pas me dire que... Enfin, tous les joueurs dont on a parlé depuis le début de cette émission, que j'ai mentionné ou que vous avez mentionné, pour moi, tous ces joueurs-là ont fait des bonnes saisons récemment. Alors bon, on peut parler de Bonucci, qui est peut-être en fin de cycle, de carrière, tout ce que vous voulez, mais tous les autres, c'est des joueurs qui sont quand même dans la fleur de l'âge.
pour moi, un joueur qui était un des meilleurs latéraux du monde, quasiment, Alexandro, qui... Je ne reconnais Disparu. pas ce joueur. Hein, Et souvent remplaçant. Hein. Aussi, ouais, maintenant Voilà. il est même remplaçant. Les recrues, c'est des bonnes recrues. Encore le Bremer derrière dans l'axe, moi je le trouve, à la base, je le trouve bon. Mais c'est juste que, ouais, il y a quelque chose qui a cassé. Ben là, cette année, ils ont beaucoup misé sur Pogba. Je pense que ça a été une erreur de casting. On savait que, on connaît le dernier parcours de Pogba à Manchester, hein, entre les blessures et tout. Et puis voilà, moi, je pense qu'il va encore pas jouer cette année. Hein. Je vous rappelle qu'il est opéré. Lui, il a encore un espoir d'aller à la Coupe du Monde. Je pense pas qu'il dira. Mais enfin bref, il y a eu quand même pas mal de conneries, entre guillemets. De conneries. Il y a un joueur dont vous n'avez pas du tout parlé, et ça me surprend beaucoup, messieurs. Angel Di Maria. On l'a vu quand même mercredi contre le Maccabi Haïfa. Quand il est là, c'est quand même une autre musique. On a vu voilà, ses passes, ses assists. Oh ben, on voit quand même une Juventus différente quand il est là et quand il est pas On là. connaît sa patte gauche. Il est arrivé malheureusement 34 ans et il s'est blessé. Et il commence le premier match contre Monza, prend rouge. Hein, donc c'est vrai que il n'a pas pu trop se mettre en évidence dans ce début de championnat. Mais c'est vrai qu'il a montré toute sa classe. Et c'est Borès contre, même si c'était contre Maccabi. Mais enfin bref, il a trois assists, magnifique pied gauche. C'est vrai que lui, sur le plan offensif, il pourrait amener, je pense, un petit peu de beurre pour les deux attaquants. Ouais, c'est un joueur exceptionnel et c'est un joueur surtout qui sait faire la différence dans les moments importants. C'est quelqu'un qui n'a pas peur quand la route s'élève. Donc oui, ce sera sûrement un joueur important en mars-avril si son corps est épargné par les blessures. Après, Milik, c'est pas mal. Quand même, c'est une bonne recrue. Je pense qu'on ne le voit pas forcément complémentaire avec Vlahovic, mais peut-être quand même qu'ils peuvent jouer les deux. Ça peut marcher. Donc, non, l'effectif, il est quand même là. Moi, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a ce problème de club et il y a ce problème de management quand même. L'équipe actuelle, elle n'est pas managée de la meilleure manière. Je pense que ça, c'est quand même unanime. Moi, pour revenir juste sur Di Maria, c'est le type de joueur qui manque peut-être sur le terrain en ce moment, enfin, ces derniers matchs pour la Juventus. Parce que lui, c'est un joueur qui se bat. Quand il était à Paris, c'était un des seuls devant qui faisait des efforts. Dans les deux sens. Oui, exactement, dans les deux sens du terrain. Donc je pense que c'est en ce moment ce qui manque un tout petit peu. Et je reviens sur l'histoire Rabiot. Si c'était le meilleur sur le terrain, c'est pas techniquement qu'il l'a montré. C'est juste que c'est celui qui se donnait certainement le plus sur le terrain. Je vous propose de parler un tout petit moment du Milan, qui a gagné donc hier soir. Une seule défaite en Serie A cette saison pour l'instant, c'est contre le Napoli, qui est leader. 3-0 à Londres contre Chelsea mercredi. C'était un accident de parcours pour vous ou parce que là, il y a le match retour, entre guillemets, cette semaine. Il ne faudra pas se rater. C'est un accident pour vous? Non, ça reflète malheureusement l'écart de niveau qui est encore réel entre les clubs italiens et le top européen. Je pense que la Serie A a fait d'énormes progrès ces dernières années, après en creux, mais il y a encore un écart quand les top clubs. Et on voit aussi la Juventus, ok, pas en forme, mais contre Benfica et Paris, ça ne suffit pas. Ça, malheureusement, c'est le retard de la Serie A. Salzbourg 5, Chelsea 4, Milan 4 et puis Dynamo Zagreb 3. Cette confrontation, l'accueil de Chelsea cette semaine, Gabet, il est capital. Absolument, c'est le match charnière de cette phase de groupe. Ils ont deux matchs à la maison. En tout cas, ne pas perdre contre Chelsea. Donc, bien sûr que la victoire ferait du bien. Et puis, surtout, gagner à la maison quand tu reçois Salzbourg. Et puis après, moi, je pense qu'à Zagreb, cette équipe a les moyens, en tout cas, d'aller chercher un point. Non, quand je vois Salzbourg qui a 3 matchs, 1 point, qui est premier, je pense que Milan, à moins qu'il y ait vraiment je les vois difficilement être éliminés et ne pas être en 8e de finale. Je ne suis pas forcément d'accord avec Gabet. Mais tu as le droit. Heureusement. Le Milan-Salzbourg, c'est en match day 6, en 6e journée, pardon. Oui. Allez-y, polyglotte. Voilà, exactement. Donc en 6e journée, et à ce moment-là, moi j'ai quand même peur que Milan, à nouveau, alors peut-être pas un 3-0, mais aura quand même de la peine contre Chelsea et arrivera avec des points de retard contre Salzbourg. Salzbourg pourra jouer le nul contre Milan et je pense que Salzbourg en est capable. Ça, c'était joué à la dernière journée l'année passée en phase de poule. Non, mais si tu n'es pas capable à la maison de gagner contre Salzbourg, tu n'as rien à faire en 8e de finale. Ça, je ne dis pas le contraire. C'est ça mon point de vue. Encore autre chose sur le Milan? En Serie A, par contre, c'est vrai qu'ils sont sur leur lancée. Je rejoins du coup de Tim parce que ça veut dire quand même qu'au niveau européen, il y a un retard. Mais en Serie A, ça devrait bien tourner. La lancée de la saison passée, il y a eu beaucoup de blessures et pourtant, ils arrivent quand même à s'en sortir. Là, on voit qu'il y a des joueurs qui reviennent, qui font énormément de bien aussi. Théo Hernandez notamment. Je pense qu'en Serie A, il y a largement moyen de viser le titre. Je ne suis pas sûr que Naples tienne le rythme jusqu'au bout. Mais en tout cas, Milan, pour moi, est favori numéro 1 pour
pour le titre. On a Michele qui est inquiet, sans Mike Maignan, avec Tatarusanu au but. Est-ce que... Non. Ouais, c'est pas de sa faute s'ils ont perdu 3-0. Il n'a aucune responsabilité Par lors contre, de la défaite à Chelsea. C'est pas un gardien exceptionnel, mais c'est un gardien qui fait le job à l'absence du numéro 1, clairement. Et moi, je suis assez d'accord. Je pense que Milan a plus de profondeur que Naples. Naples, c'est enthousiasmant, c'est magnifique. Hein. On va tous être d'accord. C'est extraordinaire ce début de saison. Je pense quand même que ça manque un peu de profondeur. Et là, je vais parler d'un joueur que je connais bien. C'est Kvisha Kvaratskhelia. Il a 21 ans. C'est fantastique ce qu'il fait. Je suis très content qu'il montre ses qualités et qu'il a montré en Russie. Mais c'est aussi un joueur qui découvre la scène européenne. Il avait joué, je crois, 2 matchs de pré-qualification avec le Rubin. Mais là, je pense quand même qu'à un moment donné, il va s'essouffler. Et derrière, Naples n'a pas l'effectif, je pense, pour tenir toute la saison comme ça. Mais profitons, parce que ce qu'ils font là, c'est magnifique. Alors, je propose de parler juste de l'Inter avant de parler de Naples, parce qu'on a un gros dossier Napoli, on aimerait l'ouvrir. Non, aucun souci, Tim. C'était très bien d'avoir essayé. Pas mal. Je vous bloque, je vous mets un petit tacle, je sors la balle en corner. L'Inter s'est relancé en Champions League cette semaine avec une victoire contre le Barça. Personne n'y croyait. On avait même mis un sondage sur nos réseaux sociaux. Tout le monde voit une victoire du Barça. Victoire houleuse, quelques décisions d'arbitrage pas toujours facilement compréhensibles. Mais il n'empêche que l'Inter a réussi à gagner malgré des difficultés. Ces difficultés défensives de l'Inter depuis le début de la saison, on n'en a pas vu une seule contre le Barça. Non, pour moi, on peut presque parler d'exploit. Parce que quand on voit le début de saison du Barça et de l'Inter, la différence paraissait énorme en fait, entre les deux formations. Et sur le match de l'autre jour, on ne voyait pas cette différence. Au contraire, vous l'avez très bien dit, des joueurs que l'on ne reconnaissait pas depuis le début de la saison étaient excellents derrière. C'est un de leurs principaux problèmes, alors que c'était la force, cette défense à 3, notamment Skriniar. À 5 plutôt. Oui, alors à 5, à 3, ça on peut toujours en discuter, Gabet, mais reste que c'était la force. Début de saison compliqué à ce niveau-là, et là, sur un match, on retrouve l'Inter pour moi. Maintenant, est-ce que c'est... on parlait d'accident de parcours avant pour Milan, on peut parler aussi, est-ce que c'est une fois un match contre le Barça ou est-ce que ça va durer? La question reste ouverte pour moi. Oui, bon, Barça, c'est vrai qu'on s'y attendait, hein. Une possession de balle incroyable, ben voilà. Et non, et puis surtout, ils n'ont jamais trouvé de solution. Ils ont eu peu d'occasions. C'est vrai, Barça a déçu, même s'ils ont peut-être été volés sur une décision de la VAR très discutable. Mais enfin bref, il faut dire chapeau à l'Inter. C'est vrai qu'ils avaient encaissé, je crois, 14 goals jusqu'alors en championnat. Et puis là, ils ont été magnifiques. Donc, ils ont été au courage, ils ont été d'une discipline, et puis d'une efficacité défensive incroyable. Non, chapeau. Mais il faut aussi dire que Barça n'a pas eu, disons, son football champagne habituel. Ouais, on n'a pas vu Robert Lewandowski, mais il y a un joueur qui m'a beaucoup plu mardi. C'est Federico Di Marco. Il fait un début de saison assez exceptionnel. C'est un joueur de session. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Bah donc allez-y, Tim. Oui, ancien joueur du FC Sion. Oui, ça n'a pas fonctionné à Sion pour des raisons. Non, ça n'a pas fonctionné pour une seule raison. C'est qu'au premier match de préparation à Bagne, je crois, Valence, je confonds les communes, excusez-moi, nos amis valaisans, il se fait mal contre le PSV Eindhoven, je crois. Et du coup, il n'a jamais vraiment joué pour Sion. Il est revenu en fin de saison. Donc non, on ne peut pas dire que c'est un échec à Sion. Il s'est blessé. Voilà. Et après, bon, il a aussi été victime de choix tactiques discutables quand il est revenu, parce qu'il était aligné latéral droite, une fois allié gauche, enfin un peu partout. Il était jeune, en plus. Pour pas oublier. Voilà, et il a été prêté un peu partout à Sion, à Parme. Enfin, on se souvient. Et là c'est un enfant du club. C'est un tifoso de l'Inter. Il a fait sa formation à l'Inter. Et là, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de l'Inter en ce début de saison. Je sais pas si il est parfait dans ce système, surtout. En fait, ils ont trouvé quelqu'un qui est capable de faire les allers-retours. Je pense pas que, enfin, même quoi. J'allais dire techniquement, c'est pas le meilleur, mais quoique, on a vu des belles choses de sa part également. Donc, non, tant mieux. C'est comme vous l'avez dit, un tout jeune qui vient du cru au départ, qui a eu quelques complications ensuite dans sa carrière. Et qui joue en équipe nationale maintenant. Il a une qualité de centre, la vitesse, le dynamisme. Je me souvenais de lui, c'est vrai qu'à son passage difficile à Sion, je l'ai vu, il s'est un petit peu relancé du côté de Vérone. Et puis là, c'est vrai, quand je le vois à ce niveau, c'est une agréable surprise. C'est vrai. L'Inter, il y a quand même un souci qu'ils vont devoir gérer. C'est jamais simple d'une saison. C'est quand même qui est ton meilleur gardien? Je pense que là, la question elle est en train d'être répondue, comme dirait un célèbre philosophe. Ça m'étonne de votre part que vous ayez cette réponse. Mais là, effectivement, on est en train de prendre le dessus. Mais c'est jamais simple quand même, parce qu'Andanovic, c'est un gars qui leur a fait gagner des titres. Capitaine, qui est sur le déclin. C'est quand même jamais simple de réussir cette transition-là en pleine saison. C'est quand même un petit souci à gérer, je pense. Même si le terrain parle, Onana, c'est le meilleur des deux actuellement. Bien sûr. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire mercredi?
au Camp Nou. Un point, ça suffit. Voilà, le Avec point un positif, c'est ça. C'est qu'un point, normalement, enfin, l'Inter peut jouer le nul pour se retrouver en très bonne position avant les 2 derniers matchs. On rappelle qu'il y a Bayern-Inter en match day 6. Et du coup, peut-être que le Bayern sera déjà qualifié. Alors on sait que c'est pas le genre... ne font pas de cadeaux. Voilà, exactement. C'est là où j'allais en venir. Mais ça peut quand même jouer un rôle. L'Inter va pouvoir peut-être avoir un nul en dernière journée quand même. On n'est pas à l'abri, alors que le Barça est quand même dans une situation où, pour moi, le Barça est sous pression. C'est pas le cas de l'Inter. Donc le mercredi, c'est quand même avantage Inter dans les têtes avec ce match remporté la semaine passée. Mais pour passer en 8e de finale, il faut pas perdre à Barcelone, on est bien d'accord. Et Barcelone n'a pas de choix, ils doivent absolument gagner. C'est pour ça que ça va être un match super intéressant. Mais je pense qu'on va repartir dans le même scénario. Inter va être derrière, impeccablement défensivement. Et puis, c'est vrai, si Barcelone a la chance de trouver rapidement le chemin des goals, ça va être compliqué. Je ne sais pas qui sera l'attaquant de l'Inter, mais si c'est Edin Dzeko, par exemple... Il va 2 buts hier. Ouais. Oui, 2 rouleaux, mais il était présent. Non, c'était 2 rouleaux. Attention, il fallait avec un défenseur d'Edin Dzeko. Que ce soit lui ou un autre, je pense quand même que... Mais ils ont passé la ligne et ils valent 3 points, je suis d'accord. Quelle que soit l'identité de l'attaquant de l'Inter, je pense quand même qu'il va trouver le temps très long au Camp Nou mercredi. D'ailleurs, pour revenir là-dessus, j'ai quand même hâte de revoir Lukaku avec Martinez. Là, ça fait un... Problème d'attaquant quand même à l'Inter. C'est pas très solide derrière, à part la semaine dernière, mais voilà, entre Lukaku, Martinez, en tout cas, j'ai hâte de revoir. Après, c'est dommage du coup pour Dzeko qui risque de plus être sur le terrain, mais je pense que Lukaku, Martinez, on s'en rappelle quand même ces dernières saisons, c'était très... Lukaku, il faut qu'il revienne, il a une longue blessure, ça va être compliqué, manque de compétition. Donc c'est vrai, Lukaku, il a fait une erreur, mais je pense que financièrement, il a fait une affaire en partant du côté de Leeds. Non, il est revenu à son club de cœur. Non, oui, moi aussi, j'étais très ému quand j'ai entendu ce message. Non, c'est vrai que Lukaku, Martinez, je parle Lukaku 100%, c'est vrai que... Mais bon, derrière, il faut qu'il retrouve... Et j'espère que ce match va redonner un petit peu confiance à l'arrière-garde. Ouais, en tout cas, je ne sais pas si vous avez vu ça sur Twitter, le faux compte de l'Europa League au moment du tirage au sort avait fait coucou à l'Inter pour dire voilà, vous allez de nouveau jouer en Europa League. Et cette semaine, après le match contre l'Inter, c'était coucou au Barça. C'était le Barça. Donc, affaire à suivre. Le match est évidemment à suivre sur Blue Sport cette semaine comme les autres. On va passer maintenant à notre gros dossier, le dossier du Napoli qui mène contre la Cremonese et qui va donc reprendre la tête de la Serie A. Napoli victorieux 6-1 à Amsterdam. Mardi, jamais aucune équipe n'avait marqué autant de fois à l'Arena. Jamais aucune équipe italienne avait marqué 13 buts sur les 3 premiers matchs de la Champions League. Voilà, on parle de l'Ajax quand même en face. C'est assez exceptionnel ce qui s'est passé. Moi, ils sont partis très fort. C'est déjà la première journée. OK, 600 à Ajax, c'est un exploit. Moi, personnellement, je suis très mauvais pronostiqueur, donc je m'étais trompé. Mais par contre, le 4-1 contre Liverpool à la maison, c'était déjà un premier signe. Donc, c'est vrai que 3 matchs, 9 points, et quel parcours. Non, là, je crois qu'on est... Tout le monde est un petit peu sur ses fesses, surtout qu'on était un petit peu soucié avec Napoli, qui ont perdu quand même des joueurs importants, notamment Koulibaly, Insigne, Mertens. Oui, absolument, Fabian Ruiz. Et Fabian Ruiz et tout ça. Et puis bon, là, voilà, un entraîneur... qui a quand même de l'expérience. Ça fait un moment que Spalletti il roule sa bosse. Et puis, c'est vrai, on a fait des bons transferts quand même avec Raspadori. On va essayer de pas tout décortiquer en même temps. Donc, parce que vous avez dit des choses très importantes et très intéressantes. Donc, on part de... Qu'est-ce qu'on dit ? On part des transferts. D'accord ? Donc, les départs, très important. Beaucoup de tifosi du Napoli disaient non, mais cette saison, ça va être une catastrophe. De Laurentiis, ça fait n'importe quoi. Il a laissé partir des joueurs qui étaient des cadres. On pense notamment aux joueurs que vous avez cités, Gabet. Et puis finalement, ça marche quand même. Ils ont presque trouvé mieux à leur poste, en fait. Mais d'ailleurs, c'est des surprises pour moi, parce que des joueurs qu'on ne connaissait pas du tout, je ne sais pas comment est le recrutement à Naples. En tout cas, ils s'en sont très, très bien sortis. On a parlé de Kvaratskhelia, qui pour moi est en plus une pièce en plus, c'est-à-dire qu'il ne remplace personne. Mais par contre, on a encore Kim derrière, qui est autant bon que Koulibaly. En tout cas, en ce début de saison, il est incroyable. Et moi, pour moi, la grande surprise, c'est Zambo Anguissa. Je l'avais vu jouer à Marseille il y a 2 ou 3 ans. Et honnêtement, c'était pas la folie. Avant, il est parti en Angleterre entre Fulham, il était. Fulham, voilà, exactement. Et là, j'ai vu les matchs de ce début de saison de Naples. Il est incroyable.
autre registre que Fabian Ruiz, mais c'est peut-être ce qui manquait au milieu de terrain napolitain. Ah, mais surtout sur Zambo Anguissa, ce qui est impressionnant, c'est la mue technique. Parce qu'à Marseille, vraiment, on avait le sentiment d'un joueur costaud, vraiment à la Christian Zach, qui est son ami d'ailleurs. Carré. Voilà. Non, mais un joueur costaud et tout, il est parti à Fulham. Et surtout, je crois que c'est en Espagne, à Villarreal, qu'il a eu cette touche technique qui en fait maintenant un joueur super complet. C'est vrai que c'est la très bonne pioche, je suis d'accord. Kim, c'est impressionnant aussi. Ils vont le chercher à Fenerbahçe. Alors, il y a 2-3 clubs qui le voulaient, mais pas des clubs de très gros standing. Et maintenant, il s'est imposé tout de suite avec Ramani derrière, qui est un très bon joueur aussi. Mais si on dit, cette paire-là, elle est improbable quand même. En coréen et Ramani, qui est maintenant un joueur confirmé de Serie A, mais c'est une paire quand même improbable, qui est très bonne. Et ouais, ils sont impressionnants. Je maintiens quand même. Je pense que sur la longueur, l'effectif, il est peut-être un petit peu court par rapport à leurs rivaux. Je ne dis pas qu'il est court globalement, mais par rapport à leurs rivaux, je pense que sur la longueur, c'est dur. Mais même si, là, à Noël, on peut faire un mercato pour aller, je sais pas, aller rajouter quelques... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai, Napoli craque toujours au printemps. Voilà, c'est l'histoire de ce club. Ça marche en automne, en hiver, au printemps. Ça craque. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. Oui, non, bon, ils ont été intelligents, là. Ils ont été chercher Raspadori, qui joue maintenant en équipe nationale. Ils ont pris Simeone comme joker, mais il a le sens du goal. Ouais. Voilà. Il marque plus de goals parce que par rapport à son père qui joue que défensif, il aurait eu la peine à jouer dans l'équipe de son papa. Ndombele, qui était indésirable du côté de Tottenham. Et puis, non, c'est vrai. Et puis ce Géorgien qui a vraiment, la grande découverte. On vous demande pas de le prononcer, Gabin. Non, vous saurez dire Boranjazevic, on passe à Kvaratskhelia. On fait ça? Alors on dira le Géorgien Le Géorgien. De 21 ans. De 21 ans. Oui, bien sûr. Alors, moi, ce que j'aime dans cette équipe du Napoli, c'est qu'elle joue pas comme une équipe italienne. Elle joue comme une équipe européenne. Elle joue offensif, mais elle a un côté équilibré quand même. Michael n'est pas d'accord. Alors, je suis d'accord, mais justement, j'ai un peu l'impression que ce qui est arrivé à l'Ajax l'autre jour, c'est-à-dire la victoire du Napoli 6-1 sur l'Ajax, ça pourrait très bien arriver au Napoli d'ici la fin de la saison. C'est-à-dire que là, tout roule. Les attaquants marquent des buts. On a parlé de Raspadori, on parle même de Simeone qui rentre en cours de jeu, qui marque. Mais tout d'un coup, s'il y a quelque chose qui tourne pas rond, j'ai l'impression que ça peut être une équipe qui perd le fil. Pour l'instant, c'est pas le cas. D'ailleurs, l'autre jour, ils prennent le 1-0. Ils restent dans le match. On parlait de la Juventus avant. Là, eux, dans les têtes, ils se sont montrés très fort face à l'Ajax. Mais j'ai quand même cette impression que sur le long terme, il peut y avoir des matchs sans. C'est quand même des joueurs pas confirmés pour la plupart de toutes ces recrues dont on a parlé. Je pense que c'est malheureusement pas pour cette année non plus le titre, même si voilà, on voit une super équipe. Actuellement, ça rigole, ça fait plaisir. Quel pied aussi de les voir jouer, c'est ça. On se régale, mais c'est vrai que bon, il faudra durer. Donc 38 matchs de championnat, on n'en a fait que 9. Ça va être. Il faudra confirmer. Vous noterez quand même le parallèle entre la famille Chapuzat et la famille Simeone, avec un père certes doué, qui a fait une grande carrière, mais un peu rugueux parfois, et un fils attaquant. Normal, défenseur. Vous connaissez un bon défenseur qui n'a pas été rugueux. Il faudra voir si Cholo Simeone, quand il sera consultant, parlera de vous et de votre fils à un moment donné. C'était un petit clin d'œil. Vous avez raison, Gabriel. Si j'ose, j'ai juste encore un petit coup de cœur quand même, parce qu'on n'en parle pas assez. Alors, on a parlé des recrues. Mais pour moi, en ce moment, un des meilleurs milieux offensifs de Serie A. Et même, moi, je pense à Zielinski. Le Polonais, très fort. Et on ça fait un moment qu'il est dans l'équipe. On n'en parle pas beaucoup. Il est arrivé, mais ça fait justement longtemps. Et il est quand même régulier sur le long terme. Il était là quand Naples allait moins bien. Et là, il flambe quand Naples va très bien. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont encore un blessé important, le Nigérien devant. Zimen. Zimen, oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est vrai qu'ils ont encore plusieurs cartouches. Comment ils vont le réintégrer dans cet effectif? Alors moi, j'ai dit Lobotka. J'ai mon producteur qui me hurle dans l'oreille. C'est Lobotka, mais on voulait bien parler de Zielinski. C'est bien ça, mais Lobotka est extraordinaire. Oui, très bon. On profile un peu plus défensif que Zielinski, mais c'est clair que ces joueurs-là, en fait, ils ont pris un petit peu la lumière que les autres ont laissé en partant. C'est clair, c'est des joueurs qui étaient peut-être un petit peu timorés, qui étaient peut-être un petit peu en retrait de par leur place dans le vestiaire aussi, j'imagine. On n'est pas dans le vestiaire du Napoli, mais j'imagine que Mertens, Insigne, ça prend de la place. Puis ces joueurs-là, ils ont su petit à petit se révéler. J'aimerais encore aborder 2 points. Le premier, donc vous avez parlé du championnat. Bernard Chalonde, sur ce plateau, mardi, a fait du Napoli son outsider pour la Champions League, après la 3e journée. Est-ce que c'est votre avis aussi? Pour aller au bout, outsider? Au bout. Non. Gabin?
Non, je pense que bon. Outsider, hein, on dit pas candidat au titre. Mais Outsider. Bernard Chandland, il a avoué qu'il est très mauvais pronostiqueur. Non, je pense C'est que vrai, là, il a aussi dit ça. Je pense qu'il se trompe. Mais enfin, bref, en tout cas, avec 3 matchs de fin, on va les retrouver en 8e de finale. Enfin, bref, si ils arrivent à garder le même niveau, c'est vrai, c'est une équipe intéressante, mais je ne les vois pas aller jusqu'au bout. Okay. Non, ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est que pour moi, ils sont capables de passer à côté d'un ou deux matchs et ça va être trop compliqué en 8e quand les gros vont vraiment sortir, je pense. Encore contre Chelsea, le Real, c'est autre chose. Non, ouais. Ils ne sont pas taillés pour ce niveau-là. Napoli qui vient de gagner sur le score de 4-1 donc contre la Cremonese. On en est donc à 10 victoires et 2 nuls. Toute compétition confondue. Vous avez dit quoi? Cremonese, c'est pas le Real. Quoi. Non, c'est pas le Real, effectivement. Non, mais il n'y a jamais de match facile en Italie quand vous jouez contre des nobody comme Cremonese à l'extérieur des équipes défensives et tout. Du reste, ils ont souffert longtemps. Il y a eu un je crois, jusqu'à 20 minutes de la fin. Non, croyez-moi, 4-1 à Cremonese, c'est un excellent résultat. Bon, Gabet, je vous montre le classement de la série. Regardez, vous l'avez dans la tête, mais nos téléspectateurs en ont peut-être besoin. Et les gens qui nous écoutent sur podcast, on va simplement leur dire Napoli est premier devant l'Atalanta, l'Udinese, le Milan est 4e. Et moi, j'aimerais qu'on se concentre, pour commencer peut-être, on va juste encore dire que l'Inter et la Juventus sont respectivement 7e et 8e. J'aimerais qu'on se concentre sur les 4 premiers. Alors, on a beaucoup parlé du Napoli. Si je vous propose de parler de l'Atalanta et de l'Udinese, est-ce que vous me suivez? Bien sûr. Pourquoi on y va. Ok. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que font là en haut l'Atalanta et l'Udinese. Je vous laisse choisir le club que vous préférez. Tim, allez. Je commence par l'Udinese. Alors, moi, je trouve magnifique. Ils me bluffent par la qualité de leur jeu, l'intensité. Et avec cet entraîneur-là, qu'on connaît pas beaucoup en Europe, Sotil, qui se réclame de Jürgen Klopp. Et on le voit sur le terrain, en fait, ce football, hard rock football, comme on dit, où il va presser. Alors, vous parliez avant des équipes qui jouent pas forcément sur le style italien, caricatural et tout. Alors, l'Udinese, pour moi, c'est ça. Déjà, c'est un club qui est historique, et puis qui est une vraie institution. Mais surtout, l'équipe, là, cette année, elle est géniale. Ils font un petit peu ce qu'a fait l'Atalanta il y a quelques années, instaurer une petite révolution au niveau du jeu, avec un recrutement aussi en scouting intéressant. Ils ont été chercher des joueurs à Portimonense, enfin, je veux dire, des paris, en tout cas. On voit qu'il y a un vrai travail professionnel scouting derrière, et puis qui correspondent à leur style de jeu, à ce style de jeu d'intensité. Et moi, j'aime beaucoup cette équipe. Non, un entraîneur qui pousse clairement son équipe aussi, qui est là derrière eux. Alors, là encore, c'est peut-être pas les meilleurs joueurs techniquement du championnat de Serie A, mais on a une équipe qui presse, qui pousse, un entraîneur qui pousse derrière, et toute la défense est nouvelle. J'ai regardé les transferts, tous les nouveaux joueurs sont quasiment des défenseurs. Donc il a choisi un petit peu ses têtes avec le staff, et on voit que ça marche, parce qu'en plus de marquer des buts, d'être intéressant au pressing, il y a une bonne solidité. Et puis défensive. Une force morale. Aujourd'hui, ils perdaient 2-0 après 60 minutes contre Atalanta. Ils sont revenus. Bon, on n'en parle pas, mais il y a quand même un joueur qui a joué en Suisse la saison dernière, qui s'appelle Lovric, qui est très souvent. Il finit rarement les matchs, mais aujourd'hui, je crois qu'il a joué 60 minutes. Je pense qu'il a fait un choix tactique. Mais c'est un joueur qui plaît beaucoup à son entraîneur. Oui, c'est pour ça que moi, je le vois souvent titulaire, toujours dans l'équipe de base. Donc, ça veut dire qu'en Suisse, on a quand même de temps en temps le passage d'excellents étrangers. Oui, mais c'est ça qui est intéressant avec l'Udinese, c'est que si on parle de grandes stars du championnat suisse, l'année passée, personne ne dit Lovric, mais c'est un joueur de devoir. Alors, non, mais t'as des grandes stars. On sait que c'est un bon joueur du championnat. On savait que c'était un bon joueur quand même. Oui, mais vu de l'extérieur, je suis d'accord. Regardez, mais vu de l'extérieur, on ne pose pas à lui en premier. C'est pas le nom le plus flamboyant. Par contre, ils ont vu la qualité. Typiquement, ils ont pris aussi un Jacques Abigel qui était au CSKA Moscou, qui n'est non plus pas une méga star du championnat russe, contrairement à ce qu'était Kvicha, par exemple, mais qui est un joueur de devoir et tout, et qui est vraiment adapté à ce style de jeu. Il y a ce piston gauche là qui est exceptionnel aussi. Son nom m'échappe, qui est un jeune international italien. Ça va me revenir. Allez-y. Qui est un joueur exceptionnel aussi. Et je trouve que des joueurs adaptés au style de jeu, et ça, c'est vraiment une... Et du coup, bon choix de carrière pour Lovric, pour moi, parce que c'est une équipe, il savait où il mettait les pieds, j'ai l'impression. Alors, il n'était pas certain d'être titulaire, mais c'est vrai que c'est un joueur, déjà, quand il était à Lugano, c'est le même genre de club, si on veut bien, dans la façon de travailler, j'ai l'impression, en tout cas. Il avait du foot, je pense on a tous vu, quand il jouait au Cornaredo. Donc, pour moi, je ne suis pas surpris. Mais enfin, bref, c'est pas évident de débarquer, tu viens du championnat suisse dans une équipe du calcio, mais c'est vrai qu'il a su gagner, surtout, il a su gagner la confiance
confiance de son entraîneur, qui croit en lui. Non, je pense que là, il y a un magnifique, entraîneur qui a replacé un certain Deulofeu à une place qui est la sienne, parce que sur le côté, ça marchait pas tant que ça. Là, on voit que devant, d'ailleurs, il le dit lui-même, il est épanoui, il est dans la forme de sa carrière, selon lui. Donc, lui, c'était un extraordinaire. Moi, je l'ai vu, espagnol. Hein. Moi, je l'ai vu une saison avec Everton, il était incroyable, en dessus de tout le monde. Ouais. C'est vrai que je suis étonné qu'il n'avait pas fait une plus grande carrière. Destiny Udogie, voilà. Voilà, Udogie. Destiny Udogie, je crois que je vous l'ai dit, mais j'ai senti que vous ne l'avez pas entendu. Non, pour moi, c'est vraiment à retenir, y compris peut-être pour la nationale des années à venir, tellement il est bluffant, ce garçon de 19 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Pardon, je vous laisse reprendre. Non, pas de souci, pas de souci. Alors, voilà, l'Udinese qui, avant le match de cet après-midi, restait sur 6 victoires consécutives. L'Atalanta, ce que je trouve très bizarre, c'est que on la connaissait, celle qui nous a surpris, qui nous a enchanté il y a quelques saisons, très offensive, qui prenait beaucoup de buts. Et là, tout à coup, on a une équipe de l'Atalanta qui est la meilleure défense du championnat. Qui a pris 2 goals aujourd'hui. Voilà, exactement. Alors qu'ils n'avaient pris que 3 goals en 8 matchs. C'est devenu une équipe beaucoup moins flamboyante, mais beaucoup plus solide. Donc on ose le dire, aussi un tout petit peu plus chiante par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir de l'Atalanta. Oui, mais si ça marche sur le long terme, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que l'Atalanta d'avant, on a vu déjà la saison passée où ils n'ont même pas fini européen. L'Atalanta qui était très offensif, ça marche sur 1-2 matchs, ça marche sur mais quand il faut marquer 4 fois pour remporter un match, c'est quand même compliqué. Là, on a vu, c'est des 1-0. Alors il y a eu 2-2 aujourd'hui, mais Gasperini a un petit peu changé, mais enfin bref, on peut lui faire. Il est devenu, et l'Atalanta est devenu plus sage. C'est en étant plus sage qu'on arrive à avoir ce genre de résultats. Je pense qu'il a tiré des leçons. C'est vrai qu'ils avaient cartonné pendant 2-3 saisons, et surtout en football offensif, un 3-5-2 qu'il maîtrisait parfaitement. Et puis, il a quand même fait très l'air en joueur incontesté et incontestable dans le calcio. Puis, on est passé. 8e, pas européen. C'est vrai que c'était éliminé. Ils avaient fini dernier dans le groupe de Young Boys, je vous rappelle. Et puis, cette année, un petit peu quelques changements. Et puis, une orientation un peu différente. Et puis, ils sont là, 2e, bien placés. Bon, ça joue quand même toujours bien au ballon. Hein. On dit que c'est devenu une équipe défensive, moi le premier. Mais voilà, on voit que ça tourne toujours bien. Il y a des joueurs qui étaient déjà là. Moins flamboyant. Moins flamboyant, mais toujours... Attention. Attention de ne pas utiliser ce terme. Non, c'est un clin d'œil. Tsingima a utilisé ce terme la semaine dernière sur une télévision concurrente, qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Très régionale. Ça vous a pas vraiment réussi, ouais. Donc, vous partagez cet avis, cette lecture-là? Oui, après, l'Atalanta aussi a perdu des joueurs importants qui n'ont pas forcément aussi remplacés. On est Ilicic, qui est une légende là-bas, peut-être que le système c'est une chose, l'animation c'est une chose, mais il faut aussi de la qualité des joueurs, et peut-être que là, il est un peu moins. Quand même, un joueur qui est sous-estimé, alors peut-être que Gabé me dira qu'il le connaît très bien, je ne doute pas, et que je ne devrais pas dire qu'il est sous-estimé, mais Luis Muriel... Il est incroyable, le Colombien. Il marque aujourd'hui. Il est régulier, chaque saison il y arrive quand même. Moi, il m'impressionne ce joueur. Il est capable de faire la différence offensivement à tout moment. Chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. C'est vrai que je suis en admiration devant ce joueur. Le problème qu'il a eu beaucoup, c'est qu'il n'était pas tout le temps titulaire. Il y avait Ilicic, il y avait Papou Gomez, il y a Zapata aussi. Et surtout Zapata, et donc il y avait de la concurrence. Il ne jouait pas tout le temps, mais c'est vrai que c'est un super joueur. Il a peut-être un petit peu souci de... Comment vous appelez ça? Le niveau de... La façon de se maintenir, on va dire. Hygiène de vie, ça s'appelle. Hygiène de vie, merci Gabé. Ça me venait pas, ça m'arrivait pas. Alors, dernière petite chose avant de passer à notre dernière thématique. On a déjà beaucoup parlé de la Juventus et de l'Inter. En ce qui concerne la Coupe d'Europe, 7e et 8e au classement, c'est mort pour ces deux équipes. Elles ne gagneront pas le Scudetto, elles ne joueront pas pour aller au bout. 29 matchs, 87 points en jeu. Je crois qu'on ne va pas aller trop vite en matière, mais c'est vrai que quand on voit que la Juventus est à combien? À 10 points déjà, c'est énorme. Et puis l'Inter avec 2 petits points de plus. C'est vrai que là, ce début de championnat risque d'être un handicap sur la longueur. Moi, je vais même plus loin. Je pense que l'Inter, il y a moyen, mais je pense que la Juventus ne sera pas en Ligue des Champions, donc dans le top 4 en fin de saison. Grosse prise de position, Tim? Non, alors après 9 matchs, je refuse d'être aussi définitif. 87 points en jeu, on est d'accord. Je vais quand même dire un truc intelligent, en tout cas j'espère. Je pense quand même que ça va quand même dépendre pas mal des teasing. Ça va quand même dépendre pas mal des parcours européens. Parce que les clubs italiens aujourd'hui, et je reviens à ce que j'ai dit avant, ont quand même pas forcément la capacité de jouer sur tous les tableaux, contrairement aux cadres européens comme le Bayern qui peuvent se permettre de gagner le championnat et la Coupe d'Europe. Je pense qu'en Italie, celui qui ira loin, il va quand même le payer en championnat.
Bien, alors je vous propose de parler de Gonzalo Higuaín. C'est notre dernière thématique de cette émission. Gonzalo Higuaín qui a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière au terme de l'année civile. Ma question elle est très simple, messieurs. C'est lequel de ces Gonzalo Higuaín que vous avez préféré? Celui de River, celui du Real, celui de... On a déjà parlé de ce club dans cette émission. Pour moi, c'est celui de Naples parce qu'il a battu le record en 2016 du nombre de buts marqués en Serie A. Et moi, j'ai souvenir toujours d'Higuaín, du speaker du stade de Naples. Voilà, il le faisait 35 fois par saison, du coup, et c'était complètement incroyable. Et c'est vrai que le Higuaín de Naples est resté dans mes mémoires. Moi, c'est pas un joueur qui va rester dans ma mémoire. C'est vrai que Higuaín, c'est vrai que quand on voit ses statistiques, c'est un mec qui marque, un goal tous les 2 matchs. Donc, c'est vrai, 700 matchs, presque 350 goals. Non, quelle carrière. Mais moi, il m'a pas vraiment marqué. Mais je me souviens de lui à Real Madrid, à la Juve et à Naples. Mais disons, je me suis jamais levé la nuit pour aller voir Higuaín. Voilà. Dommage pour vous. Il a aussi joué au Milan, il a aussi joué à Chelsea. Non, mais j'ai donné 3. À Miami, c'est la sélection. C'est le meilleur joueur de l'histoire du FC Locarno, il ne faut jamais l'oublier. C'est vrai. Ouais. Il a passé en tout cas quelques heures du tiroir administratif du FC Locarno. C'est là que vous l'avez préféré? Ouais, il a vraiment pas ça. Non, mais évidemment, je pense que Naples, c'est son highlight, clairement. Il a dit « Personne n'est plus proche de la beauté qu'un numéro 9 ». Je trouve cette phrase géniale parce qu'on parle souvent des numéros 10, on parle souvent des joueurs qui font un beau football, qui sont élégants. Mais le 9 a besoin d'un numéro 10, ce joueur. Oui, absolument. Alors je dis pas qu'il a... Allez, dernière petite chose avant de terminer. Les groupes de qualification pour l'Euro 2024, c'était aujourd'hui. Alors vous avez parlé de l'animal de compagnie préféré de Didier Deschamps tout à l'heure. On dirait qu'il a changé de nationalité parce que la Suisse tombe quand même contre Israël, la Roumanie, le Kosovo, la Biélorussie et Andorre. Il y a un coup à jouer. Oh, alors c'est plus qu'un coup à jouer, là il faut finir premier. Il y a pas... On sait qu'il y a les 2 premiers qui passent, donc non. Non, mais c'est impossible de ne pas qualifier. Hein. On sait que c'est très difficile pour la Coupe du Monde. Hein. On a vu demander à l'Italie comment ça se passe. Mais là, les 2 premiers qui sont qualifiés. Et en plus, tu pourrais te permettre d'être 3e, parce que je vous rappelle que les 6 meilleurs 3e vous feront... on ne va pas faire juste toute la... Non, mais en vitesse, moi je suis juste pas d'accord avec Murat Yakin qui dit l'adversaire le plus dangereux c'est Israël. Je suis pas d'accord. La Roumanie a une belle génération qui arrive et je me réjouis de voir le Kosovo d'Alain Giresse et Sébastien Bichard contre la Suisse. Très bien, on va boucler la boucle. On parle du groupe de l'Italie qui retrouve l'Angleterre qu'elle a battue en finale de l'Euro et qui retrouve aussi la Macédoine du Nord qui l'a empêché, ça fait rire, des bons souvenirs, hein. Il a empêché de jouer contre le Portugal sur la route vers la Coupe du Monde 2022 qui se disputera d'ici quelques semaines. Voilà, messieurs, merci beaucoup. C'était vraiment chouette de partager ces 45 minutes en votre compagnie. Merci Gabet, merci Tim, merci Mickaël, merci à vous aussi, évidemment, pour votre fidélité. Merci d'avoir posé vos questions, d'avoir réagi. N'oubliez pas, les Coupes d'Europe cette semaine, mardi, mercredi, jeudi. Et puis ce soir à 20h45, il y a Roma Lecce, les Giallorossi du Sud contre les Giallorossi de la capitale. Le foot ne s'arrête jamais sur Blue et c'est tant mieux. Ciao!